j'introduis un peu. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christine Bonin, membre du conseil d'administration de l'Université populaire du Niortais. Et au nom du l'UPN, je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu présent malgré le froid, malgré la situation que nous traversons. Donc l'UPN, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est écrit là, une association d'éducation populaire qui vise à développer l'esprit critique, diffuser des savoirs, donner des clés pour comprendre un petit peu ce qui nous entoure. Donc nous avons des principes, entre autres celui du nomadisme. Nous changeons de lieu suivant les thématiques, suivant les partenaires. Merci aux Thunes de nous accueillir. Et aussi la gratuité. Parce qu'il faut le noter, tous les intervenants de l'UPN le font bénévolement. Ah bon? C'est un peu difficile, mais je l'annonce quand même ce soir. Donc, le chapeau que vous voyez à l'entrée, c'est pour nous aider pour le tirage des flyers, le tirage des programmes. Il est content de son coup. Ah oui. Surtout que c'est le contraire de ce que je vais raconter. C'est le contraire de ce que tu vas raconter. Bon, alors, le sujet qui nous réunit, c'est le travail demain, parce que nous traversons une période un peu chaotique. Nous vivons dans un monde qui connaît des grands bouleversements, et ça a des répercussions sur le monde du travail. D'où l'idée de ce cycle. Il y a un petit groupe au sein du l'UPN qui s'est dit, bon, on va réfléchir à ça. Donc, on a organisé ce cycle « Travailler demain », qui se déclinait en 3 conférences et qui se terminera par une table ronde. La première, la semaine dernière, animée par Claude Demange, ici présent, qui nous fait le plaisir d'être là, était très intéressante et posait le cadre. Quelle est la réalité du travail en France aujourd'hui? Donc j'en profite pour dire quelle est, Christophe, ou quelle sera visible sur notre site, cette conférence. Oui, qu'elle pourra être mise en ligne sur le site de l'UPN. Donc j'en profite pour vous dire que cette conférence ce soir, comme celle de la semaine dernière, est filmée. Voilà. Et ce soir, on a eu envie de mettre le focus sur le revenu universel, dont on entend parler encore plus depuis cette pandémie. Il apparaîtrait comme une solution face au chômage de masse. Donc, on a eu l'idée de réfléchir à cela, et pour ça, on s'est tourné vers Jean-Louis, que vous connaissez certainement pour certains, professeur émérite, dont c'était le sujet de thèse de philosophie. Et on avait contacté Jean-Louis il y a longtemps, et il était d'accord pour nous présenter son travail, ses recherches. Et ça n'a pas pu se faire pour les raisons que vous connaissez, le confinement, etc. Et je le remercie vraiment d'être là ce soir pour nous apporter son éclairage. Et je le remercie doublement parce qu'il a servi le problème de santé. Donc malgré cela, il tient à être là pour nous apporter des éclaircissements. Je lui laisse la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Juste pour ce que vient de dire notre camarade, là, il y aura beaucoup de chiffres, de dates. C'est pas la peine de prendre des notes, mais si vous les vérifiez après, même les actualiser, parce que souvent ils datent de 3-4 ans, vous prendrez le papier écrit, vous aurez tout le temps de faire le travail qui convient dessus. Pour l'instant, on se contente d'écouter les arguments. La deuxième chose que je voulais dire, quand vous lirez le texte et quand vous m'aurez écouté, c'est que je dois rendre hommage à mon inspirateur principal, qui est un économiste qui s'appelait Michel Husson et qui est décédé il y a 6 mois au cours d'une promenade dans les Alpes en Italie. C'est un vieux camarade à moi avec qui j'ai été au PSU en 68, qui était à Nanterre, moi j'étais à la Sorbonne. On est passé ensemble à la Ligue. Et puis après, chacun a suivi son chemin. Voilà. Ceux que les questions économiques intéressent, je signale que malgré sa mort, ils n'ont pas suspendu son site. Je le donne parce que c'est une mine. Il y a des centaines et des centaines de pages sur tous les thèmes. Ça s'appelle Hussonet, H-U-S-O-N-E-T.Free France. Voilà, j'ai fini mon introduction.
Alors, je ferai deux grands points, éventuellement une annexe sur la réduction du temps de travail, parce que c'est un lien avec notre sujet, mais je ferai surtout deux grands points. Le premier, c'est le revenu universel et ses postulats. Et le deuxième point, ce sera les différentes propositions de revenu universel. Alors, le revenu universel et ses postulats. Alors, je parle de revenu universel, mais ça y est, on dit revenu d'existence, etc. Ça, il y a d'autres mots. Mais tous les projets de revenu universel partent d'une idée ou d'un postulat de base qu'il faut, à mon sens, interroger. C'est l'idée de la fin du travail. Les gains de productivité, la robotisation, l'informatisation rendraient le plein emploi caduc et hors d'atteinte. En clair, ils aboutiraient à une hécatombe inévitable d'emploi et à la fin du salariat. Dès lors, le droit à l'emploi serait historiquement dépassé. Les richesses produites devraient donc être distribuées sous forme d'un revenu universel, déconnecté de l'emploi, seule alternative possible dans ces conditions de la fin du travail. D'où la formule extraordinaire d'une philosophe qui est une amie que je connais bien, qui s'appelle Barbara Stiegler. Elle a écrit la chose suivante, je vous laisse apprécier. La bonne manière de supprimer le chômage, c'est de supprimer l'emploi. C'est fort, hein? Il faut être un grand philosophe pour ça. Alors, la première critique que je ferai de ce postulat, c'est qu'il est basé sur un pronostic très fantaisiste qui autorise les théoriciens de la fin du travail à des affirmations dogmatiques, je dirais même proches du n'importe quoi. Je prendrai par exemple quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est issu du gauchisme italien, qui est Antonio Negri. Lui, il affirme, c'est une citation exacte, que désormais, dans un avenir imminent, il suffira de travailler 2 heures par jour. Alors, je vais faire un peu d'humour, il y aura des chiffres, c'est pas trop compliqué à comprendre. 2 heures par jour, ça fait 500 heures par an. Ou ça fait 50 semaines de 5 jours. Or, en France, en 1996, c'est les chiffres de l'OCDE, il y avait 37 milliards d'heures travaillées et 22,4 millions de salariés. Bref, chaque salarié travaillait en moyenne 1640 heures par an. Si les 37 milliards devaient être assurés par des salariés à 500 heures par an, eh bien, il en faudrait 73 millions. 73 millions. Vous avez peut-être remarqué en passant, ça fait plus que la population française globale. Pour nos prophètes, la réduction du temps de travail, c'est une idée ringarde. Et parmi eux, il y a malheureusement quelqu'un que j'admire beaucoup et qui m'a beaucoup formé dans ma jeunesse, qui était André Gorz, qui affirme cette chose suivante: l'industrie post-fordiste abolit le travail, abolit le salariat et tend à réduire à 2% la part de la population active assurant la totalité de la production matérielle. Pour qu'une telle affirmation puisse avoir un semblant de vérité, il faudrait démontrer au moins que la productivité du travail s'est accélérée considérablement au cours de la période récente. Bon, or c'est faux. Je vais comparer 2 périodes. La période 1960-1973, ce que je vais appeler l'avant, et la période 1982-1994, que j'appelle l'après, c'est-à-dire grosso modo la phase néolibérale du capitalisme. Or,
on voit que le taux de croissance annuel moyen de la productivité en France est dans la période d'avant, 60-73, 5,3%, taux annuel moyen de progression, et dans la période d'après, 82-94, il n'est plus que de 2,1. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la productivité du travail qui remet fin au travail. C'est ce que les économistes appellent le paradoxe de Solow. Je ne connais pas Solow, mais c'est un économiste américain qui dit très bien les choses. Il dit « Les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de productivité. » Les faits sont là, les gains de productivité sont moindres aujourd'hui avec les ordinateurs et les robots que dans les années 50 et 60 sans eux, sans les ordinateurs et les robots. Il faudrait aussi, pour valider le pronostic de Gortz, que le volume de travail nécessaire s'amenuise à une vitesse considérable. Or, là encore, c'est complètement faux en termes de taux de croissance annuel moyen, du volume de travail nécessaire. Avant, je ne redonne pas les dates, vous voyez ce que je veux dire, le volume de travail augmentait de plus 0,1% par an, et après, entre 82 et 94, il diminue de 0,2. Bon, par conséquent, conclusion de tous ces chiffres, on est loin d'une société d'abondance où le temps de travail social se serait d'ores et déjà rétréci comme une peau de chagrin, de telle sorte qu'il serait vain de le réduire encore. L'OCDE a publié un tableau de volume de travail nécessaire en milliards d'heures dans les 6 principaux pays capitalistes de 1960 à 1996. Or, on peut y voir qu'il a augmenté de 18% le volume de travail nécessaire. Il a augmenté de 18% entre 60 et 96, et en Europe, il tend à se stabiliser depuis les années 80. En France, il a même augmenté de 2% entre 1990 et 2014, en passant de 39,4 à 40,2 milliards. Bon. Il y a un autre aspect dans ce postulat lié à la productivité, c'est que les robots et l'automatisation, plus l'informatisation, impliqueraient une hécatombe d'emplois. Les chiffres circulent dans différents rapports. On nous dit que 47% des emplois sont menacés aux États-Unis par l'automatisation et l'informatisation, 42% en France, 59% en Allemagne, etc. L'OCDE vient de doucher les espoirs ou les prévisions de ce qu'on pourrait appeler ces techno-optimistes, puisque, selon elle, il faut diviser par 5 ces prévisions. Seuls 9% des emplois présenteraient un risque élevé d'automatisation. 9%. À l'échelle du monde capitaliste. Enfin, dernier aspect, l'idée court, c'est toujours dans les postulats, qu'Internet va supprimer le salariat classique au profit du travail indépendant ubérisé. C'est ce que je veux dire, comme les travailleurs d'Uber, etc. D'ailleurs, dans un cadre beaucoup plus large, dans une offensive pour favoriser l'auto-entrepreneuriat. Et là encore, il y a gonflette sur l'ampleur du processus. Le salariat reste la forme dominante de l'emploi, 90% environ, soit 10 points de plus qu'en 70. Et ce, même si l'emploi indépendant, pseudo-indépendant, je mets indépendant entre guillemets, parce que l'indépendance des salariés, c'est même pas des salariés, justement, des travailleurs d'Uber est quand même contestable, même si l'emploi indépendant est passé de 9 à 10,3% de l'emploi total entre 2000 et 2014. Donc vous voyez que c'est pas le raz-de-marée, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sans compter d'ailleurs que ces formes d'emploi ne sont pas inévitables. Rappelez-vous la mobilisation depuis maintenant quelques années des chauffeurs de VTC. Il y en a 22 000 en France qui travaillent avec les plateformes, dont 15 000 pour Uber. Et sans compter aussi, et ça vous serez tous d'accord, je pense, c'est que l'ubérisation n'est en rien un dépassement positif du rapport salarial, mais bien plutôt un retour en arrière vers une forme d'exploitation beaucoup plus violente, qui était grosso modo celle des travailleurs à domicile dans la puissance des manufactures. La seule attitude correcte là-dessus, ce serait de refuser toute forme d'ubérisation et d'imposer contre elle la continuité du salaire et des droits sociaux pour les soi-disant travailleurs indépendants qui en fait ne sont que des salariés déguisés, privés des droits du salariat classique. Alors, la deuxième critique que je ferai au postulat, c'est que, je dis que justement, non seulement il est hasardeux, l'analyse précise des évolutions récentes, mais surtout, il a le défaut de ringardiser non seulement l'idée du plein emploi, ou la revendication du plein emploi, mais aussi le moyen le plus rationnel d'y parvenir, moi c'est ce que je pense, à savoir la réduction du temps de travail, maintenant je dirais la RTT pour aller plus vite, que je considère comme un axe stratégique toujours et même plus que jamais valide. Alors que la RTT soit soumise à l'offensive des libéraux, par exemple Cahuc et Zilberberg, qui disent que la RTT ne peut créer aucun emploi et que sa défense relève du négationnisme économique. C'est bon libéraux, mais les idéologues de la fin du travail voient eux aussi dans la RTT une fausse solution, solidaire d'un monde révolu, en clair, une croyance archaïque et nostalgique. Alors, là je fais une petite offensive pédagogique, si j'ose dire. Imaginons que, à titre purement hypothétique, parce que c'est contraire à la réalité, je viens de le montrer, mais imaginons que la thèse de la fin du travail soit conforme à la réalité. Donc, imaginons qu'il faille, par un coup de baguette magique, un volume de travail diminué de moitié pour assurer la même production de richesse, par exemple. Bon. Eh bien, on peut en déduire tout simplement assez logique deux scénarios. Le premier scénario, on décide que les salariés travaillent autant qu'avant, c'est-à-dire avec les mêmes horaires qu'avant. Alors, il y en a une moitié d'entre eux qui sera dispensée de travail. En clair, elle disposera même éventuellement d'un revenu universel. Ou alors, on peut aussi profiter de la manne technologique pour diviser par deux le temps de travail de chacun, ni plus ni moins. Et là-dessus, je vais vous reprendre un petit calcul, mais bon, vous pourrez regarder les détails, mais il a le mérite d'être intéressant, parce que j'emprunte à Michel Husson. Lui, il dit qu'il faut raisonner sur la distinction entre la durée annuelle du travail et la durée du travail de plein emploi. C'est ce qu'il appelle la petite arithmétique de l'ERTT. La durée annuelle du travail, c'est le volume de travail nécessaire à un moment donné par le nombre d'emplois existants. Donc on obtient la durée moyenne effective du temps de travail. En 2004, en France, il y avait 40,2 milliards d'heures de travail divisées par 27,7 millions, soit une durée annuelle de 1452 heures. Mais on peut rapporter aussi le volume de travail à la population active dans sa totalité, c'est-à-dire le total des personnes qui sont salariés, qui sont au travail, et les chômeurs. Et à ce moment-là, on n'a plus 27,7 millions, mais on a 27,7 millions plus 3 millions de chômeurs égale 30,7 millions. Le volume de travail
de 40,2 milliards d'heures de travail, divisé par 30,7, et bien ça donne une durée de travail de plein emploi, soit 1309 heures par an au lieu de 1452. Bon. Alors, c'est très simple, on peut même prendre, ça c'est compliqué, on peut prendre un petit exemple fictif. Et là, tout le monde peut le faire de tête si on a à peu près réussi les maths au CP. Dans mon cas, je vais pas plus loin. Voilà. Le petit exemple fictif, c'est le suivant. On imagine une société composée de 100 actifs, c'est-à-dire des personnes en âge de travailler qui recherchent du travail. Sur ces 100 actifs, 60 d'entre eux travaillent 40 heures. 20 autres, qui s'ajoutent aux 60, travaillent 20 heures. Ce qu'on appellerait un temps partiel. Et les 20 derniers sont au chômage. Hein, vous avez vu, 60, 40, 20. Voilà. Le nombre total d'heures travaillées dans ces conditions est de 2800 et la durée moyenne du travail, elle est de 35 heures. Mais si on répartit les 2800 heures entre les 100 personnes, c'est-à-dire en ajoutant aussi les chômeurs et les temps partiels, hein, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que la durée moyenne est de 28 heures. Autrement dit, les temps pleins pourraient passer de 40 heures à 28 heures, les temps partiels de 20 heures à 28 heures, et le chômage aurait disparu. Alors évidemment, c'est un simple calcul mathématique simplissime, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'autant plus que le calcul n'est pas débile, car en pratique, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les économistes, le volume de travail supposé donné correspond à la réalité concrète. En quelque sorte, dans la réalité concrète, le volume de travail ne bouge pas beaucoup. De 1990 à 2014, il est passé de 39,4 à 40,2 milliards d'heures de travail. Donc plus 2% seulement en 24 ans. En clair, la tendance est plus ou moins constante. Alors, j'arrête là-dessus pour dire que les idéologues de la fin du travail voient dans la réduction du temps de travail une croyance archaïque ou nostalgique. Un économiste que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre en 1995 sur la fin du travail, qui s'appelle Jérémy Rifkin, disait la RTT, ce serait, je cite, de faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Bon, faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Alors, de ce point de vue-là, je pense que cette ringardisation de la RTT, avec le petit exemple mathématique que je viens de donner avant, n'est pas du tout nécessaire, puisque même l'OCDE, dans un rapport de mai 2016, disait la chose suivante. Même si le besoin de main-d'œuvre est moindre dans un pays particulier, cela peut se traduire par une réduction du nombre d'heures travaillées et pas nécessairement par une baisse du nombre d'emplois. On ne peut pas être plus clair. Et puis, si on voit l'histoire, là, maintenant, c'est l'évidence même. Là, je vais faire un petit retour historique sur la France. Entre 1890 et 2008. Donc c'est une longue période, vous êtes d'accord avec moi. La productivité en 2008, une heure de travail produit un volume de biens et de services 18 fois plus élevé qu'en 1890. 18 fois plus élevé, la productivité. Ce qui n'a pas empêché les emplois d'augmenter de 40%. Mais
puisque sont passés de 18,3 à 25,8 millions. Alors pourquoi? Ben, c'est très simple. Enfin, il ne faut pas être un grand économiste pour trouver la solution. Ça veut dire que le temps de travail a été divisé à peu près par 2. Il est passé de 2849 heures par an à 1526. En clair, dans les années 2008, et maintenant sans doute, nous travaillons à mi-temps par rapport au 19e siècle. Alors, si la durée du travail était restée inchangée depuis 1981, l'emploi à croissance inchangée ne serait aujourd'hui que de 12 millions et le chômage serait de 55% au lieu d'environ 10%. Ce scénario fictif prouve simplement que, en partie, les gains de productivité ont permis de réduire le temps de travail, même si on servit à augmenter le niveau de vie, etc. Autrement dit, ça veut dire que une partie des gains de productivité ont été affectés à la réduction du temps de travail, donc à des créations d'emplois qui ont empêché le chômage d'exploser à 55% des actifs. Bon. Ce qui, bien sûr, ne s'est pas fait automatiquement ou amicalement, je veux dire, mais sous la pression des luttes sociales contre le capital et par les changements politiques, en particulier les législations sur le temps de travail, les lois de réduction du temps de travail. Donc, la vraie question qui est toujours valide, c'est la répartition des gains de productivité pour les salariés sous forme de RTT et pas seulement d'augmentation du pouvoir d'achat. Toute l'histoire du mouvement ouvrier a été scandée par les bagarres sur le temps de travail et je pose la question, par quel miracle en serait-il autrement aujourd'hui? Je rajoute un dernier argument décisif. La question n'est pas seulement de savoir si la durée du travail baisse ou baissera, mais comment elle baisse ou baissera. Car chacun peut le constater. Depuis les années 80, c'est-à-dire depuis la période néolibérale du capitalisme, la RTT, si j'ose dire, opère en permanence. Mais c'est une RTT sauvage qui réduit globalement le temps de travail au prix de l'exclusion, soit par le chômage de masse. Après tout, le chômage, c'est une RTT de 100%. Soit par le temps partiel imposé, soit par les mini-jobs sans horaire garanti, dont l'exemple exemplaire, alors les mini-jobs sans horaire garanti, c'est le temps de travail est soumis aux décisions arbitraires des patrons, mais ça donnait par exemple cette merveilleuse invention anglaise qui s'appelle, vous parlez, le contrat 0 heure. Exactement, le contrat 0 heure. S'il y a un contrat de travail, et vous êtes à la disposition du type qui vous fera travailler dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. C'est évidemment exactement le modèle opposé de la réduction du temps de travail, qui est égalitaire pour tous, et ça aboutit à la fragmentation du salariat. Sans compter le fait que cette réduction de temps de travail sauvage touche principalement les femmes. 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, et 30% d'entre elles sont à temps partiel imposés, alors que le pourcentage est beaucoup moindre pour les hommes. Alors, après cette critique des postulats qui sont derrière toutes les théories du revenu universel, je vais passer à la deuxième partie qui est les différentes propositions de revenu universel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sans prétendre être complet, parce qu'il y en a même que je n'ai pas comprises. Et je vais peut-être vous expliquer. J'ai découpé les articles des journaux. Bon, voilà. Alors, il faut, avant de commencer ça, faire la différence du revenu universel
avec le système actuel de sécurité sociale au sens large du terme. Alors, je reprends cette notion au sens large du terme d'un article d'Henri Sterdignac dans l'Alternative économique. Parce qu'en réalité, le système actuel comprend deux choses qui sont distinctes. Il comprend d'une part les prestations universelles, la santé, la famille, les prestations d'assurance sociale, les pensions de retraite, les allocations de chômage. Bon. C'est la sécurité sociale au sens strict du terme, qui est issue de la libération et de la création de ce qu'on appelle le salaire socialisé. Par exemple, les retraites, tant qu'elles ne sont pas foutues en l'air, elles sont financées par des cotisations qui font partie du salaire, elles sont payées par les patrons, mais elles font partie du salaire des ouvriers, et ce salaire est mis dans un pot commun qui permet de satisfaire le financement des retraites de tous les salariés. Bon. En clair, ça n'est pas de l'épargne privée, c'est du salaire socialisé qui, en toute logique d'ailleurs, devait être géré par les salariés et leurs représentants, point barre. Bon. Alors qu'il y a des différences entre le public et le privé, parce qu'il y a la retraite, par exemple, et puis les retraites complémentaires, qui sont des retraites par mois, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il y a ces prestations universelles, santé, famille, retraite, chômage, qui sont celles de la sécurité sociale au sens strict du terme. Et puis, il y a d'autre part des allocations publiques. Si on était méchant, on pourrait appeler ça la charité publique, qui sont des prestations d'assistance. Par exemple, les allocations logement, les prestations familiales sous condition de ressources, les minima sociaux, dont le RSA, qui a remplacé le RMI. Bon. Et puis même, j'ai oublié qu'en plus du RSA, je l'ai rajouté après, il y a l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit, ASS. Alors, l'aide sociale conditionnelle, ce n'est donc pas du tout la même chose que la sécurité sociale au sens strict du terme, telle qu'elle a été créée la libération en 1945. En particulier, la charité publique, elle est financée par l'impôt et non pas par le pot que constituerait l'ensemble du salaire socialisé. Alors, prenons l'exemple des minima sociaux. 4,1 millions de personnes en bénéficient, soit 11% de la population. Leur somme, c'est 26,7 milliards par an. Or, le RSA est à l'heure actuelle de 535 € pour un célibataire entre 25 et 65 ans. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est de comparer le niveau de ces allocations, comme par exemple le RSA, avec ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Alors, là, j'ai un problème, c'est là où je vais demander à mes camarades économistes. Moi, j'ai toujours cru dans ce que je disais, que le seuil de pauvreté, c'était 50, et nous, on préfère dire 60% du salaire médian. Le salaire médian, c'est la moitié des salaires sont au-dessus et l'autre moitié, elle est en dessous. Vous êtes d'accord? Bon, en réalité, j'ai lu quelque chose cette semaine où des camarades ne parlaient pas de salaire médian, mais de niveau de vie médian. C'est-à-dire que dans le niveau de vie médian, ils mettaient les revenus dans les salaires, les prestations sociales, moins les impôts. En réalité, je ne sais pas si c'est une grande importance,
Parce que quand les chiffres ils donnent pour le seuil de pauvreté, à quelques dizaines d'euros près, ça revient exactement au même. J'insiste pas. Donc, le seuil de pauvreté, si on le calcule à 60% du salaire médian, il est de 1088 euros. Le salaire médian étant de 1680 euros. On le voit, le RSA est à moins de 50% du seuil de pauvreté. Naturellement, les libéraux vous diront c'est normal, c'est pour ne pas désinciter les gens à rechercher des emplois. Or, il y a en France, ça c'est les chiffres de 2014, 8,8 millions de pauvres, c'est-à-dire de salariés qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors en plus, ça tout le monde le sait, le système actuel, je parle des allocations publiques, est extrêmement compliqué parce que tout ce qui est en dehors de la sécurité sociale au sens strict du terme, ce sont des aides ciblées et sous conditions. Chaque prestation a son plafond spécifique. Par exemple, le RSA est soumis à un contrôle des ressources. Il est versé sur une base familiale et il est conditionné par un effort d'insertion. D'où les contrôles permanents, d'où le phénomène des trop perçus à rembourser, qui est tout à fait étonnant, et d'où aussi le fait, encore plus étonnant, c'est que beaucoup de jeunes renoncent. Par exemple, le taux de non-recours au RSA socle est estimé à 35%. Sans compter ce qu'on pourrait appeler les angles morts, à savoir que les moins de 25 ans n'ont pas droit au RSA. Alors là encore, je vais peut-être changer un peu, c'est pour l'essentiel, parce que sous le gouvernement Hollande, quand il s'agissait d'avoir un débat public pour que le RSA puisse être touché à partir de 18 ans, et ça avait été refusé, mais ils avaient mis en place, alors moi j'en avais jamais entendu parler, ils avaient mis en place le RSA dit jeunes actifs. Alors, c'est pour les 18-25 ans, donc ça ferait un RSA à partir de 18 ans. Mais, il fallait, pour y avoir droit, il fallait avoir travaillé 2 ans au cours des 3 années avant la demande. Ce qui fait que dans l'article que j'ai lu, le résultat était absolument génial. Il y a eu 9000 bénéficiaires. Ça, c'était pour rigoler un petit peu. Bon. Alors, à l'inverse de ces allocations publiques conditionnelles, compliquées, qui demandent des démarches bureaucratiques que beaucoup de gens ne savent pas faire, etc., il y a l'idée du revenu universel. Le revenu universel, si on prend le mot en son sens exact, ça veut dire que c'est un revenu qui est distribué à tous. Universel, ça ne veut rien dire d'autre. Donc, il est versé à tous sans distinction. Moi, j'avais écrit dans mon texte initial, par exemple, Lorraine Bettencourt, elle l'aurait. Mais maintenant, j'ai trouvé mieux dans le journal aujourd'hui, puisqu'il y avait un article sur les milliardaires du CAC 40. Et donc, je dirais Bernard Arnault, parce que c'est mieux. Bernard Arnault, vous lisez ça dans l'IB aujourd'hui, a 190 milliards de dollars de patrimoine personnel. 190 milliards. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que c'est plus 130% par rapport à mars 2020. C'est-à-dire que les revenus des milliardaires, littéralement, explosent. Bon, donc, je reviens à mon histoire. Le revenu universel est universel lorsqu'il est versé à tous sans distinction. Par exemple, Bernard Arnault l'aurait. Il est individuel. On ne tient pas compte de la situation de la famille. Il est mensuel de la naissance à la mort, ou plutôt de 18 ans jusqu'à la mort.
hein, c'est le cas le plus général, et il est égal pour tous, et il est inconditionnel. C'est-à-dire que l'État ne doit rien exiger en contrepartie de son versement. Je pourrais faire la remarque à ce stade qui a été fait dans le petit livre d'attaque qui s'appelle Par ici la sortie, qui dit la chose suivante. On pourrait mettre en place une simplification du système actuel sans pour autant recourir à la solution du revenu universel. On pourrait garantir à tout adulte de plus de 18 ans, disposant d'un revenu inférieur à un seuil déterminé, une allocation qui remplacerait la dizaine des diverses allocations actuelles. Par exemple, une allocation de 1 000 € par mois pour les 8,5 millions de pauvres, en dessous de 60% du salaire médian. Et d'après la taxe, ça reviendrait à une enveloppe annuelle de 102 milliards d'euros. Si on remplaçait toutes les allocations par un truc unique au niveau du seuil de pauvreté. C'est-à-dire, comme on va le voir, 4 à 7 fois moins que si un revenu était versé à chacun, du plus pauvre au plus riche, sur la base d'une allocation universelle. Alors, maintenant, venons-en au détail, parce que c'est ça qui est important, des projets de revenu universel. Comme je l'ai dit dans le titre de cette conférence, c'est l'auberge espagnole. Autrement dit, il en existe de nombreuses variantes qu'il ne faut pas confondre et qui oscillent entre deux types. Il y a une variante libérale, voire ultra-libérale, et il y a une variante progressiste, mais je mets progressiste entre guillemets, hein, parce que ça ne signifie pas qu'elle soit automatiquement recevable et qu'elle ne partage pas des présupposés communs et faux avec la première. Par exemple, le présupposé de la fin du travail. Alors, je vais commencer par la version minimaliste et libérale. Ceux qui croient que le revenu universel est une nouveauté se trompent. On pourrait remonter d'ailleurs même beaucoup plus loin chez certains philosophes ou certains théoriciens sociaux, mais je rappelle, avec le petit livre d'attaque, que le Congrès américain, en 1968, a repoussé un projet de loi déposé par Nixon et allant dans ce sens. C'était un projet inspiré par les théories ultralibérales de Milton Friedman sur l'impôt négatif. Ça veut dire quoi? L'impôt négatif, c'est un concept qui désigne le fait qu'une partie des revenus fiscaux de l'État est redistribuée à certains citoyens sous forme de revenus garantis, donc redistribués aux pauvres, mais, c'est ça c'est ultralibéral, à un niveau aussi faible que pour survivre, les bénéficiaires de cet impôt de cette partie d'impôt qu'on leur refourgue seront contraints d'accepter des emplois marginaux, irréguliers ou faiblement rémunérés. Bref, ce que les Amerlocs appellent des bad jobs, si je ne me trompe pas. Hein, alors que... Ah bah, ça bullshit boss, c'est Graeber. Non, ça désigne la même réalité, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est emploi de merde. Hein. Et ce sont... Enfin bon, je ne vais pas faire la distinction maintenant, parce que les bad jobs, c'est des vrais boulots, fatigants, harassants, qui produisent des choses mais qui sont très peu payés, alors que dans les bullshit jobs, il y a aussi des choses étonnantes qui sont des boulots qui ne se justifient pas et qui ne servent strictement à rien, si ce n'est à faire de la sous-traitance en castagne pour financer certaines entreprises. Bon, enfin, je ne vais pas y revenir. Donc, l'idée était très simple, c'est que les emplois de bas de gamme peu attractifs le deviendraient s'ils étaient couplés avec un faible revenu d'existence. Et on le voit,
ce revenu d'existence ne sert qu'à subventionner les salariés qui accepteraient des bad jobs. Et du même coup, ça veut dire qu'il subventionne les employeurs en leur fournissant une main-d'œuvre au rabais et dont le salaire ne serait qu'un revenu d'appoint. Voilà. Bref, c'est bref capitaliste. Il y a le dualisme social et la fragmentation du salariat qui sont consacrés définitivement. Et surtout, le filet de sécurité minimale doit être inférieur aux prestations sociales déjà existantes, trop généreuses, et qui n'incitent pas à accepter les bad jobs. Et même, pour certains, ils les remplacent. Elles sont supprimées en tout ou partie, sans compter la suppression du salaire minimum. Bon, alors, bien par la suite, il y aura des versions moins hard, si j'ose dire. Mais la logique libérale de départ entraînera toujours une suppression plus ou moins importante de la protection sociale existante, minima sociaux, allocations familiales, indemnités chômage, retraite, santé publique. Le périmètre peut varier, mais il y aura toujours à des degrés divers le remplacement de la sécurité sociale au sens large du terme par le versement d'un revenu pour solde de tout compte. Alors, il faut remarquer, c'est ma deuxième remarque maintenant, je laisse tomber Milton Friedman et Nixon, ça n'étonnera personne, ces gens-là aient proposé ça. Mais il faut noter que cette logique libérale de départ a contaminé par la suite des projets qui se voulaient de gauche et qui abandonnaient peu ou prou l'idée d'un filet de sécurité minimale jugé à juste titre dérisoire. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas du petit bout d'impôt pour refourguer aux gens pour qu'ils acceptent les bad jobs. Alors, il y en a un bon exemple, mais j'en donnerai plusieurs. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui était un homme de gauche. Je ne sais pas qui est parfait, il est sans doute encore vivant. C'est René Passet. En 2000, il a publié un livre qui s'appelle « L'illusion néolibérale ». Et il était le seul à l'époque à proposer un projet chiffré de revenu universel. Alors, je vous le donne, pour les plus de 20 ans, 500 € par mois. Pour les moins de 20 ans, la moitié. Le coût total, à l'époque, était estimé par lui à 25% du PIB. Bon. Pour le financer, et c'est là que ça devient intéressant, ou pas intéressant justement, Passet proposait la suppression des allocations de maternité et des allocations familiales, la suppression des cotisations chômage et de retraite, et des retraites. Là, le dur de la sécurité sociale, le salaire socialisé. Bon. Seules les prestations maladie santé n'étaient pas touchées. Bon. Alors, ces suppressions de la sécurité sociale correspondaient aux 3/4 des sommes à trouver pour les 500 €, et le reste, on avait prévu de faire un étalement dans le temps, de partir de 300 et non pas de 500, et puis etc. Bon. Mais c'est simplement que, on va même dire la chose suivante, supprimer au profit du revenu universel ainsi conçu les allocations chômage, les allocations familiales et les retraites, enfin, cotisation retraite, hein, ça correspond à un énorme transfert au détriment des retraités et des chômeurs. Toutes les pensions de retraite et toutes les allocations chômage auraient été abaissées au seuil de pauvreté de l'époque. Bon. Prenons... Ou alors, ça veut dire concrètement que seuls les retraités qui disposent d'un patrimoine pourraient dépasser le seuil de pauvreté, ou alors, ça veut dire que la porte serait grande ouverte pour les retraites par capitalisation, avec l'obligation d'en faire au courant de sa vie, parce que le salaire socialisé avait disparu pour financer les retraites. Donc, voilà comment ces idées libérales ont contaminé y compris les propositions
universelle, qui était beaucoup moins dérisoire quant à leur contenu que celle de Milton Friedman. Je rajoute un autre exemple de la contamination de la gauche par le libéralisme. C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès. J'ai trouvé ça dans la revue d'Attaque, qui n'hésite pas à s'attaquer non seulement aux aides sociales conditionnelles, mais aussi aux prestations sociales universalistes de la Sécu au sens strict, c'est-à-dire aux allocations familiales, aux retraites et à l'assurance maladie, afin de financer le revenu universel. Bon, en clair, il s'agit d'une énorme contre-révolution qui met fin au salaire socialisé et qui répond aux vœux du patronat, qui considère que le salaire socialisé et les protections sociales sont une charge indue. Alors, qu'est-ce qu'on serait obligé de faire? La protection sociale obligatoire et collective, elle serait remplacée par un système d'assurance privée facultative, sans commentaire. Je prends un autre exemple, et celui-là est d'inspiration totalement libérale, et il est peut-être plus connu à cause de ceux qui l'ont formé. C'est le projet Libère, de Marc de Basquiat et de Gaspard Koenig. Ils ont écrit un livre en 2015 qui s'appelait « Un revenu de liberté pour tous ». Bon. Alors, que prévoit, je vais dire Koenig, parce qu'elle lui continue à parler, l'autre, j'en ai plus entendu parler. Il prévoit 450 € par adulte, c'est-à-dire à peu près le RSA en dehors du forfait logement, et 225 € par enfant. Il est gentil. Il ne supprime pas l'application adulte handicapé, ni le minimum vieillesse. Bon. Ni même les allocations logement, qui resteront des ressources réglementées et conditionnelles. Le coût total de ce revenu universel, baptisé Libère, représenterait une augmentation de 270 milliards de recettes fiscales pour le financer. Comment faire? Réponse. Alors, la réponse, elle est géniale. L'impôt sur le revenu et la CSG seraient remplacés par une taxe uniforme de 23% sur l'ensemble des revenus, et ça s'appelle la libertaxe. Autrement dit, c'est une contre-révolution fiscale extraordinaire qui met totalement fin au profit des riches, à la progressivité de l'impôt, sous prétexte de refourguer le Libère. Alors, comment le Libère va-t-il être distribué? C'est pas compliqué. Il va être distribué sous la forme d'une soustraction du montant du Libère, de la libertaxe, soit sous la forme d'un impôt négatif versé aux plus pauvres. Alors, c'est-à-dire que, comme c'est pour tout le monde, on le retirerait de l'impôt à taux unique, ou on donnerait de l'argent à ceux qui ne payent pas d'impôt. Comme proposait Nixon aux États-Unis au début. Donc, vous voyez que la libertaxe ne remplace pas simplement l'impôt sur le revenu et la CSG, mais aussi les cotisations sociales patronales. Donc, elle doit couvrir les dépenses de santé. Alors, c'est une contre-révolution au profit des patrons, la suppression de salaires socialisés, mais on ne voit pas comment l'enveloppe de 270 ou 340 milliards pourrait couvrir à la fois le revenu universel et les dépenses de santé. Recours, retour prévisible encore, au Libère comme allocation pour solde de tout compte, démantelant la sécurité sociale de 1945. Je signale au passage que Nathalie Kosciusko-Morizet, du Parti Les Républicains, lors de la présidentielle, des primaires de la présidentielle de 2016, a repris, elle aussi, la proposition d'un RU, enfin, quand je dis RU, c'est revenu universel, de 450 €, financé par un impôt uniforme de 20%. 20% sur tous les revenus, sans exception,
même sur les revenus des milliardaires. Bon. Et en clair, c'était une reprise de ce que Thatcher voulait mettre en place et que les Anglais l'appellent l'impôt à taux uniforme, flat tax. C'est ça, hein, la flat tax. Excuserez, j'ai pas fait d'anglais à l'école, on va prononciation pas terrible. Alors maintenant, j'en viens aux versions progressistes, entre guillemets, là encore, qui est, par exemple, celle qui est défendue par quelqu'un qui s'appelle Milondo, Milondo, je ne sais pas ce que c'est, si c'est Bernard ou Baptiste, je ne sais pas, ça s'écrit M-Y-L-O-N-D-O, qui a publié aux éditions Utopie en 2012 pour un revenu sans condition. Alors, il ne s'agit plus de contraindre les pauvres ou les exclus d'accepter des bad jobs. On versera un revenu universel d'un niveau plus élevé qu'un filet de sécurité minimale, par exemple proche ou égal au seuil de pauvreté. Ce qui permettrait à chacun, ça c'est l'argument qui est donné, de se libérer de la contrainte du travail salarié si on le désire. Et ce qui améliorerait la capacité de négociation et de résistance des salariés en place. Parce que les travaux les plus pénibles et les plus mal payés devraient être mieux rémunérés, puisque chacun pourra les refuser et vivre de son revenu d'existence. En clair, ça améliore le rapport de force entre les classes sociales et ça empêche les patrons d'imposer des bad jobs, tout simplement. Alors, la question qui se pose, c'est quand on veut un revenu universel qui ne soit pas simplement un filet minimal, c'est combien ça coûte? Alors là, comme je suis nul en calcul, je reprends le chiffrage de Denis Clerc qui avait été publié dans Alternative économique pour vous donner un ordre de grandeur. C'est pas tenir tout ça forcément clair. Une allocation universelle de 100 € coûterait 80 milliards par an, soit 3,5% du PIB et un peu plus que les recettes de l'impôt sur le revenu. Une allocation de 500 €, grosso modo, en gros, comme le RSA, coûterait de 360 à 400 milliards, 16% du PIB. Une allocation de 800 €, qui est encore inférieure au seuil de pauvreté, coûterait 650 milliards, 28% du PIB, ou l'équivalent du coût de la totalité de la protection sociale. Une allocation de 1000 €, qui est grosso modo le seuil de pauvreté, coûterait encore plus cher, environ 800 milliards et 36% du PIB. D'autres chiffres sont encore pires, puisque Jean-Marie Arribet, dans Politis, dans un article de Politis, disait qu'il faudrait entre 500 et 600 milliards pour le revenu d'existence et 500 milliards pour la protection sociale actuelle si on n'y touche pas. Alors, on voit que c'est énorme. Mon camarade Michel Husson affirmait même que dans ces conditions, le revenu universel, sans suppression de la sécurité sociale au sens large du terme, exigerait une réforme fiscale qui exproprierait quasiment les plus riches. Dans ces conditions, le risque est inévitable que l'allocation se réduise plus ou moins à filet de sécurité pour solde de tout compte, si on ne veut pas opérer des coupes dans la sécurité sociale au sens large du terme. Et on peut d'ores et déjà en avoir des preuves, des indices significatifs. C'est ce qu'on pourrait appeler la montagne finit par accoucher d'une souris. Bon. Je vais prendre un exemple, mais là, c'est un peu méchant de ma part, mais enfin, je vais prendre l'exemple des palinodies de Benoît Hamon en 2017 lors de sa campagne présidentielle. C'est pas que je mets Benoît Hamon sur le même plan que Milton Friedman ou les autres, mais enfin. Au départ, il proposait 600 € pour tous, financés par une ponction supplémentaire fiscale de 400 milliards.
qui représente l'équivalent du budget de l'État, grosso modo. Si, du moins, on renonce à détricoter la Sécu au sens large. D'où les rectifications de Thomas Piketty, qui avait intégré son équipe de campagne et qui est un économiste qui s'occupe essentiellement des problèmes de fiscalité et de revenus. Vous avez entendu parler de Piketty. Bon. Piketty dit « Hamon n'a jamais dit qu'il verserait 600 € à 50 millions d'adultes. Le nouveau système serait-il sous condition de ressources et ne viserait que les salaires inférieurs à 2000 €, et en plus avec des montants qui ne seraient pas les mêmes pour tous. » Bon, en clair, c'est plus un revenu universel, c'est une revalorisation du RSA. La seule chose positive, maigre revalorisation du RSA d'ailleurs, mais la seule chose positive, c'est que c'était étendu aux jeunes de 18 à 25 ans. Ce que n'est pas le RSA actuel. Bon. Alors, je rajoute par ma simple méchanceté, excuse-moi, je commence à fatiguer. Si je vois sur l'universel qui est une maigre revalorisation du RSA, et je dis il est quand même étendu aux jeunes de 18 à 25 ans, Hamon ajouté autre chose sur la réduction du temps de travail. Dans Libération du 23 janvier 2017, il affirme « Je ne prétends pas passer de la durée légale de 35 à 32 heures. Je ne veux pas passer par la réduction du temps de travail à 32 heures pour supprimer les 10% de chômage. Il dit « J'encouragerai des formes de RTT par des primes au temps partiel sous forme de baisse des charges. » Ce que je voudrais dire, c'est no comment. C'était la solution de Sarkozy pour mettre en l'air les 35 heures quand il a défiscalisé les heures supplémentaires. Tout simplement, défiscalisé et sans charge sociale. Voilà. Alors, on peut aussi sortir de l'auberge espagnole des projets, des propositions et s'intéresser aux expérimentations politiques d'ores et déjà mises en place pour tester l'idée du revenu universel. Et là aussi, on voit, elle s'écarte de manière considérable du concept initial. En réalité, c'est bien simple. Même ceux qui veulent pas un truc trop faible, en réalité, se contentent de faire fusionner les diverses allocations publiques pour faire un revenu un petit peu important, mais sans rien créer d'absolument nouveau. D'ailleurs, ça n'est même plus une allocation universelle. C'est par rapport à la définition qu'on avait donnée. C'est simplement une rationalisation de la charité publique, si j'ose dire, sous la forme d'une seule forme. C'était déjà d'ailleurs ce que Manuel Valls avait proposé à la fin de sa carrière, si j'ose dire. Alors, je vais prendre l'exemple de la Finlande, où le gouvernement de centre droit a mis en place le 1er janvier 2007 une expérience. Parce qu'il faut faire des expériences pour voir si ça marche. Hein, donc, une expérience qui vise uniquement 2000 personnes de 25 à 58 ans jusqu'à la fin 2018. Et ces personnes étaient tirées au sort. Bon. Alors, on leur donnait un revenu de 560 € par mois, sans condition et exonéré d'impôts. Mais quel est le public visé parmi lesquels les 2000 élus seront tirés au sort? La réponse, les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations de base. Par la suite, on envisagerait d'étendre les 560 € à d'autres catégories, jeunes de 18 à 25 ans, personnes disposant d'un faible revenu, extension qui sera subordonnée
au comportement des premiers bénéficiaires. Autrement dit, il faut prouver que c'est rentable pour la petite frange à qui on le donne sans condition et exonéré des impôts. Et puis si ça ne marche pas, ben hop, ça disparaît. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec le revenu universel ou son concept initial, c'est simplement remplacer les indemnités de chômage de certaines catégories par un revenu sous condition et donc cumulable avec un salaire en cas de reprise d'emploi. Alors, vous en avez peut-être marre des exemples, mais j'ai trouvé un exemple surréaliste dans Libération. J'ai gardé, j'avais découpé. Je suis incapable de l'expliquer d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est surréaliste, parce que je ne connais pas bien le système de protection sociale des Pays-Bas. Si quelqu'un connaît, ils vont peut-être expliquer. Alors, au premier trimestre 2016, ils ont fait une expérimentation à Utrecht. C'est le conseil municipal qui l'a voté et qui l'a mise en place. Alors, c'est uniquement, là encore, expérimentation sur un petit nombre de personnes, 250, qui étaient déjà bénéficiaires d'allocations publiques. Diverses, je ne connais pas celles qui existent aux Pays-Bas, je ne vais pas vous donner la liste comme celle que j'ai donnée tout à l'heure pour la France. Bon, et ils étaient tirés au sort. Eh bien, ils ont trouvé le moyen, alors je lis, moi je trouve ça marrant et surréaliste, ça peut vous faire marrer. Ces 250 personnes tirées au sort ont été divisées en 5 groupes. Le premier groupe, il continue à percevoir ses allocations entre 900 et 1300 euros. Mais il n'y a plus de règles ni de contrepartie. Donc c'est ce qui est le plus proche de l'idée de... Le second groupe dit de contrôle. C'est les mêmes règles qu'aujourd'hui pour bénéficier des allocations publiques et rien d'autre. Alors, le troisième groupe, il garde aussi les contraintes pour avoir des allocations publiques, sauf l'obligation de la recherche active d'emploi. Et c'est la même chose pour les groupes 4 et 5. Ils ont l'argent qui est versé, mais dans le groupe 4, si on fait du bénévolat 2 jours par semaine, on a 150 € de bonus. Dans le groupe 5, on reçoit d'office les 150 €, mais ils les perdent s'ils n'effectuent pas les actes de travaux bénévoles. Vous voyez, avant on le déclare pour aller faire, on les a là, puis c'est complètement, enfin je ne sais pas ce que vous trouvez, complètement délirant, parce que sur cette expérience, sur 250 personnes sur un an, avec ces 5 groupes, eh ben, ils veulent, à la fin de l'expérience, voir quel est le système qui convient mieux pour retrouver un emploi durable. Et en fonction de l'échelle de contraintes qui existe dans chaque groupe. Et en plus, l'article disait aussi que un des enjeux essentiels, c'était l'évaluation des économies engendrées par la diminution des contrôles. Parce que comme il y a les RSA en France, des tas de contrôles, des trucs à rembourser, etc., des fraudes et tout, etc., ils voulaient savoir si ça revenait moins cher. Alors voilà l'aboutissement que je juge à proprement parler surréaliste du revenu universel. Alors il y a encore plus surréaliste, mais là je ne sais pas ce que ça va donner, c'est dans l'Alaska. J'ai trouvé ça l'autre jour. L'Alaska, vous savez, a eu beaucoup d'exploitations pétrolières. Hein, c'est même extraordinaire. Ils ont 900 millions de dollars dans les caisses de l'État tous les ans pour les revenus pétroliers. D'accord ? Et le budget de l'État, il est de 112 millions. Alors, pour gérer la manne pétrolière, ils ont créé un fonds souverain
alimenté par une partie de la rente pétrolière. Alors, ce fonds souverain dépend des cours de la bourse et des cours du pétrole. Et il a été décidé d'utiliser ce fonds pour redistribuer individuellement un dividende à chaque citoyen. En 2015, c'était 2072 $ par an, ce qui fait 1827 € par an ou 153 € par mois. Voilà. Bon, alors, je sais où j'en étais. Oui, maintenant, je crois que pour terminer, il faut s'interroger sur le type de libération qu'implique le revenu universel. Là, je mets encore libération entre guillemets. Bon, je repartirai de quelqu'un qui était pour moi un guide dans ma jeunesse militante, qui est André Gorz. Puisque quand j'étais étudiant, le socialisme est difficile, stratégie ouvrière et néo-capitalisme, c'était nos bibles de base. Et vous savez que Gorz, je donne une citation au début, s'est converti au revenu universel, tardivement. Alors, Gorz, dans la tradition marxiste, oppose à juste titre ce qu'il appelle le travail autonome et le travail hétéronome. C'est-à-dire le travail hétéronome, c'est le travail où on reçoit sa loi d'un autre, en l'occurrence le capital qui vous embauche et qui vous exploite. Donc c'est le travail hétéronome, c'est un travail exploité, dominé, ou on dirait aliéné. Hein, bon. Mais dans Adieu au prolétariat, Gorz a renoncé à toute possibilité d'émancipation dans le cadre du travail hétéronome, c'est-à-dire dans le cadre du salariat et du fait que les travailleurs se vendent à un patron auquel ils sont obligés d'obéir, avec des lois différentes selon les pays, des avancées, des reculs, etc. Par conséquent, il a renoncé à cette idée de l'appropriation sociale des moyens de production et, allons plus loin, de ce qu'on pourrait appeler dans le vocabulaire moderne l'autogestion, c'est-à-dire au moins le contrôle ouvrier et la gestion éventuelle des entreprises par les salariés, au lieu de se contenter de se faire imposer un travail exploité et dominé. Alors, ça veut dire que Gorz dit qu'il est désormais impossible, contrairement aux vieux rêves marxistes, d'autogérer le processus social de production. Par exemple, il dit c'est impossible de le faire dans de grandes unités techniques comme les laminoirs ou les raffineries. Impossible. Bon. Par conséquent, c'est à côté du salariat qu'il y a la possibilité de libération. En clair, la conversion tardive de Gorz au revenu universel, c'est pour financer cet à côté, parce qu'il pense désormais impossible toute émancipation du travail par le bouleversement des rapports sociaux capitalistes. D'où son affirmation extraordinaire, je vous le cite, le sujet potentiel de l'abolition du travail sera la non-classe des non-travailleurs. Le sujet potentiel de l'abolition du travail, en particulier de sa forme aliénée ou exploitée, sera la non-classe des travailleurs. En clair, dans l'état actuel des choses, ça consiste à faire des chômeurs, ou comme disait Castel, le sociologue, des surnuméraires, ou des précaires, le sujet social à qui l'on va confier la mission et la responsabilité écrasante de dépasser le salariat. Bon. En clair, ce serait surtout accepter, à mon avis, une société dualiste. On abandonnerait à ces maîtres actuels capitalistes, multinationales et grands groupes la sphère du travail hétéronome,
c'est-à-dire sous la direction d'un autre que ceux qui travaillent, c'est-à-dire le noyau dur de la société, puisqu'on est dans une société capitaliste, et à côté, on essaierait de faire vivre des alternatives forcément marginales. Et c'est là que je vais vous emmerder, parce que je pense qu'il serait préférable de reprendre l'hypothèse de celui que j'ai appelé dans le texte notre vieux barbu, c'est-à-dire la conclusion du livre 3 du Capital de Marx. Et comme je trouve ce texte extraordinaire, c'est que c'est un texte, on va le lire ensemble, si vous dites que c'est trop compliqué, j'arrêterai. L'idée fondamentale est que libérer le travail et se libérer du travail, c'est deux choses nécessaires qui ne peuvent pas se faire l'une sans l'autre. Autrement dit, c'est les deux aspects de l'émancipation. Libérer le travail, c'est faire en sorte qu'il y ait des pouvoirs collectifs des salariés qui puissent contrôler leur propre travail, et qui ne soient plus sous les ordres d'un capital qui les exploite, etc. Donc, c'est ce qui va... les vieilles idées de contrôle ouvrier et d'autogestion. Et puis, ça, c'est libérer le travail pour qu'il soit plus épanouissant, on soit plus responsable, etc. Il y a du travail d'équipe, etc. Et se libérer du travail, c'est la réduction du temps de travail. C'est-à-dire gagner du temps libre en dehors de la nécessité de travailler pour gagner sa vie, même si cette nécessité de travailler se fait dans un cadre non capitaliste. Même dans un cadre non capitaliste, il faudra encore toujours travailler pour produire un certain nombre de biens qui satisfont les besoins des gens. Après, quels biens, dans quelle mesure, etc., c'est un autre problème. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans la thèse de Marx, c'est qu'il lie intimement libérer le travail et se libérer du travail. Alors, si je vais trop vite, vous me le dites, parce que c'est ma conclusion. Je vais vous lire ce texte du Capital qui, à mon sens, n'a pas perdu une ligne de sa valeur. C'est la conclusion du livre 3. À la vérité, le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité et les fins extérieures. Il se situe donc, par sa nature même, au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite. Tout comme l'homme primitif, l'homme civilisé est forcé de se mesurer avec la nature pour satisfaire ses besoins, conserver et reproduire sa vie. Cette contrainte existe pour l'homme dans toutes les formes de société et sous tous les types de production. Avec son développement, cet empire de la nécessité naturelle s'élargit parce que les besoins se multiplient, mais en même temps se développe le processus productif pour les satisfaire. Dans ce domaine, la liberté ne peut consister qu'en ceci. Les producteurs associés, l'homme socialisé, règlent de manière rationnelle leurs échanges organiques avec la nature et les soumettent à leur contrôle commun au lieu d'être dominés par la puissance aveugle de ces échanges. Et ils les accomplissent en dépensant le moins d'énergie possible dans les conditions les plus dignes et les plus conformes à leur nature humaine. Mais l'empire de la nécessité n'en subsiste pas moins. C'est-à-dire que même si on est dans le langage en Marx, même si on est dans une usine autogérée, la nécessité sociale, c'est de produire des choses pour satisfaire les besoins des gens. Voilà. Ils ne sortiront pas tout seuls de terre, on va pas revenir à une société de cueilleurs, de cueilleurs ou de pêcheurs. Mais, c'est ça qui était la fin. Mais l'empire de la nécessité n'en subsiste pas moins, même dans un travail des aliénés, parce qu'il faut produire pour les besoins. C'est au-delà que commence
l'épanouissement de la puissance humaine, qui est sa propre fin, le véritable règne de la liberté, qui cependant ne peut fleurir qu'en se fondant sur ce règne de la nécessité. Autrement dit, c'est ce qu'on obtient par le travail organisé de la manière la plus digne possible dans les rapports entre les hommes et avec la nature, qu'on peut satisfaire les besoins. Donc on a un travail qui est plus libre que dans un cadre capitaliste aliéné. Mais ce n'est pas encore la vraie liberté. La vraie liberté, hein, vous allez voir, c'est au-delà que commence l'épanouissement de la puissance humaine, qui est de sa propre fin, le véritable règne de la liberté, qui cependant ne peut fleurir qu'en se fondant sur ce règne de la nécessité. La réduction du temps de travail est la condition fondamentale de cette libération. Autrement dit, même dans une usine sans capitaliste, ce ne sera pas toujours la liberté totale. Et même si on organise le travail de manière rationnelle, en donnant des pouvoirs aux représentants des salariés, à leurs élus, etc., la vraie liberté, c'est l'au-delà de la nécessité de travailler. Autrement dit, c'est tout bêtement une formule qui n'est pas marxiste, mais qui revient à dire ça. C'est Rabelais, quand il parlait de la dictylène des moines, il écrit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait tout à loisir. Autrement dit, la vraie liberté, c'est le temps libre qu'on a gagné en réduisant le temps de travail social nécessaire et dans lequel les individus, les groupes, peuvent faire des activités qu'ils ont librement choisies, qui les épanouissent, qui leur plaisent. Je ne veux pas dire des loisirs, parce que c'est pour ça que, tout simplement parce que depuis, le capitalisme a mis la main sur les loisirs et que c'est une industrie de production comme une autre. Mais c'est l'idée de loisir, c'est-à-dire d'activités librement choisies, qu'on fait parce que ça nous plaît, ça nous intéresse, en se regroupant avec qui on veut, et qui n'est pas fait pour produire de la valeur et rapporter de l'argent. Voilà. C'est fait simplement pour épanouir nos qualités, nos capacités humaines, prendre plaisir à travailler librement avec qui on veut. Enfin, c'est ce que vous faites ce soir, puisque vous m'avez pas payé. Donc, je voulais dire simplement que toute politique d'émancipation du travail doit lier les deux aspects. L'un ne va pas sans l'autre. Et par conséquent, alors évidemment, après même l'idée de se libérer, de libérer le travail, dans le processus de travail, évidemment ça donnait des mauvaises choses dans la postérité marxiste. Mais on peut dire quand même que le stakhanovisme, c'était libérer le travail. Bon. Mais en même temps, l'autre aspect, la libération hors travail, en laissant intact le noyau dur du capitalisme, ce qui est le plus ou moins le fond de toutes les théories du revenu universel, c'est pas bien non plus. Donc, la bonne théorie de la libération du travail, c'est de libérer le travail et de se libérer du travail. Les deux. Après, dans quelle proportion? Pour produire quoi? C'est bien une question politique, ça vient de la planification, ça vient des choix de société, et vous voyez que on y sera confronté, ça sent avec la crise. Je vais m'arrêter là-dessus. Par exemple, on ne va pas dire tous les progrès techniques sont bons en soi, parce que ça produit de plus en plus, etc. etc. Hein? Il y a eu cette tentation au début de la planification soviétique d'avoir à sa course à respect du progrès des forces productives, des techniques de production, etc. et tout. Mais bon, maintenant,
continuer à produire des avions, des bagnoles, en quelle quantité, comment, avec quelle énergie, etc. C'est pas si simple que ça. Donc, le choix des finalités de production va être un véritable débat politique. Mais c'est simplement que je vais dire que le revenu universel, pour moi, il est à côté de la plaque sur beaucoup d'aspects.